Nous partons sur la Loire, un fleuve comme un trait d'union entre les résidences royales. Direction le nord, avec le château de Blois. Résidence des ducs d'Orléans, Blois devient capitale royale sous Louis XII, le prédécesseur de François Ier. Il va moderniser ce château. Quant au jeune François, c'est à Blois qu'il entreprend son premier chantier de grande ampleur avec cette construction. Thierry Crépin-Leblond connaît bien ce château, il en a été le conservateur pendant 5 ans. Quel est l'objectif de François Ier en construisant cette aile ? François Ier arrive dans un château déjà existant dont il décide l'adaptation pour sa résidence. C'est cette aile-ci qui est l'objet de ses travaux parce que de l'autre côté du mur en fait, elle montre la vue sur tous les jardins qu'avait fait Louis XII, c'est-à-dire 10 hectares fait par Pacello da Mercogliano, jardinier venu de Naples, qui était réputé dans le monde entier. Les jardins n'existent plus aujourd'hui. Malheureusement, ils ont été lotis à la Révolution. Une fois de plus, François Ier impose son style. Il veut faire de ce château un modèle de son temps. Ici, on a bien une architecture de la Renaissance française. Vous savez, beaucoup croient que François Ier et ses contemporains ont importé, en quelque sorte, l'Italie en France. En fait, ils l'adaptent. Les fenêtres sont séparées par des largeurs différentes, mais ces largeurs sont un peu gommées par la présence des salamandres couronnées, qui indiquent évidemment l'importance du propriétaire et tout son rôle moral vis-à-vis de son peuple. La salamandre devient son emblème. Elle se nourrit au bon feu et éteint le mauvais, plus qu'un symbole, un véritable slogan politique. Dans cette aile, l'élément qui accroche tous les regards, c'est cet escalier. Une tour évidée, subtilement décorée, une performance architecturale mais pas uniquement. Il joue un rôle pivot dans le protocole de la cour. Le roi se tenait au premier étage, donc c'est l'escalier d'accès aux appartements royaux. Alors toute la cour est réunie, et puis un dignitaire, un invité survient. Et quand c'est le pape ou l'empereur, le roi descend jusqu'en bas l'accueillir. Si c'est un prince de niveau équivalent, le roi descend la moitié, l'autre monte la moitié. Et si c'est un duc, un ambassadeur, alors là il faut qu'il monte jusqu'en haut, le roi l'attend juste à la porte. Un protocole qui vaut pour les grands. Mais quand on est simple courtisan, il faut se faire sa place et surtout se faire remarquer. Les appartements du roi sont là. Le roi sort par cette porte et le courtisan cherche à se tenir ici même, parce que c'est là qu'il va capter le regard du roi. Si le roi le regarde, il peut lui adresser la parole, lui remettre un placet, il aura gagné sa journée. Aujourd'hui, visite de chantier. Ici, on mène des travaux de restauration de grande ampleur. Il faudra attendre encore 2 ans pour admirer à nouveau cette salle du conseil. Toujours beaucoup de travail. Bonjour. Oui, ce sont essentiellement les problèmes liés au repeint dans les parties basses qui en fait sont totalement arbitraires et ne respectent pas le motif. Donc on fait actuellement des contrôles avec des poncifs pour restituer le décor tel qu'il était primitivement. On est dans l'esprit François Ier ici. Effectivement, la restauration date de Duban vers 1850, mais il a donné des motifs de textile et des motifs décoratifs qui sont ceux de la Renaissance, à son échelle et avec ses couleurs à lui. Mais à l'époque, on vivait dans la couleur, y compris sur les meubles qui étaient dorés et peints, notamment en vermillon. Dans ce château, plus de 2000 personnes vivent aux côtés du roi. Et c'est depuis cette pièce qu'il gouverne avec les grands du royaume. Son cabinet Lambrissé. Un lieu unique aujourd'hui, il a disparu dans les autres châteaux royaux. C'est l'endroit du conseil privé du roi. C'est là qu'il traite les affaires du royaume avec les ministres, les princes du sang et ceux qu'il admet à ce qu'on appelle le conseil des affaires. Ensuite, il peut, les affaires terminées, parler d'art, parler de littérature. Et dans les placards qu'il y a sur les lambris, il y a des objets, des manuscrits. Alors le roi pouvait ouvrir la plainte, manier la pédale et ouvrir les placards. Et c'était une manière esthétique et surprenante. Ça n'est pas un secret. Alors évidemment, les écrivains romantiques, notamment Dumas, se sont dit, si c'est secret,
et on en a fait le mythique cabinet des poisons de Catherine de Médicis, alors que c'est une pièce de François Ier pour les objets d'art de François Ier. Un cabinet privé qui donnait à l'époque directement sur les jardins royaux. Et un jour, il était tellement pressé de montrer les jardins à un invité qu'il a essayé d'ouvrir la porte qui menait vers la galerie des jardins. Simplement, il a réussi ? moi j'y arrive, lui il a eu plus de mal, alors il était tellement mécontent qu'il a enfoncé la porte. C'était quelqu'un qui avait du caractère quand même. Quand il était enthousiasmé par quelque chose, c'était difficile de l'arrêter. Cet endroit est interdit au public à cause de la fragilité des peintures qui le décorent. C'est le passage privilégié de François Ier pour, avec ceux qu'il souhaite y inviter, gagner les jardins. Malheureusement, il n'en reste plus que le pavillon d'Anne de Bretagne et l'orangerie, seul témoin survivant d'un ensemble d'une dizaine d'hectares qui faisait l'admiration de l'Europe entière. Attenante à l'aile François Ier, la salle des États. Construite au XIIIe siècle, c'est là que les rois tiennent audience et rendent la justice. François Ier lui préfère y organiser des bals en compagnie des grands esprits de son temps. C'est là que Pierre de Ronsard, un jeune gentilhomme du Vendômois, en 1544, a rencontré Cassandre Salviati, fille d'un banquier italien. Et c'est de cette rencontre que sont nés parmi les plus beaux poèmes de la langue française. Alors ça ressemblait à quoi ces bals ? C'était beaucoup de costumes, beaucoup de chatoyance, du brocart d'or, du velours. Et ça impressionnait énormément. C'est cette espèce de rassemblement énorme de gens chamarrés impressionnait. Et le roi évoluait au milieu. Et c'est vrai qu'un ambassadeur italien en a dit, qui n'a pas vu la cour de France n'a pas vu la grandeur.